Sire, Madame la Première ministre, Monsieur le Président du Sénat, Madame la Présidente de l'Assemblée nationale, Mesdames et Messieurs les ministres, Mesdames et Messieurs les ambassadrices et ambassadeurs, Mesdames et Messieurs les parlementaires, Monsieur le maire, Mesdames et Messieurs en vos grades et qualités. Que vous ayez choisi de rendre visite à la France en ces tout premiers mois de votre règne est un signe d'amitié et de confiance que nous mesurons à sa juste valeur et qui nous touche profondément, à la fois comme hommage à notre passé et comme gage d'avenir. Il était difficile de vous recevoir ailleurs qu'ici, dans ce cadre dont le grand siècle avait fait un temple des arts et dont la République fit un temple à l'amitié diplomatique. Les glaces qui, ce soir, renvoient votre image ont reflété jadis le visage de la reine Victoria, de George VI, d'Élisabeth II, et j'aime à penser quelque part qu'elle s'en souvienne un peu. Surtout se reflète aujourd'hui dans cette galerie des glaces la densité des liens historiques entre nos deux pays, aussi ancestrale, aussi précieuse que ces murs, mais ardemment vivante, de la vie de tous ceux qui l'ont tissée et animée. Je voudrais en cet instant, Votre Majesté, rendre hommage à celle qui exerça sa mission avec un dévouement constant, qui conjugua les relations franco-britanniques au temps moderne, qui chemina durant 70 ans aux côtés des géants du siècle qu'elle s'en est allée rejoindre. Vous savez quelle affection le peuple français a portée à la reine Élisabeth II, votre mère, tout au long de sa vie et de son règne, et combien il a partagé la peine du peuple britannique dans le deuil. Ce soir, nous pensons profondément à elle et au prince Philippe en vous recevant avec la reine. Ils vous ont laissé en héritage, outre leur immense exemple de droiture et d'abnégation, leur francophilie et leur connaissance intime de notre pays, que vous avez faite vôtre par plus d'une trentaine de visites en France, Font-de-Gaume, Fontevraud, Deauville, Reims, Bordeaux, Chenonceau, Colmar, partout en quelque sorte où notre histoire s'entremêle, et elle s'entremêle partout. Nos relations, certes, n'ont pas toujours été pacifiques. Pourtant, ce mouvement d'oscillation, cette valse hésitation magnétique ont contribué à entrelacer nos destins, nos fiertés nationales, à apprivoiser cet ascendant mutuel, French Touch et Anglomanie, pour en faire un ferment d'émulation. Prouvant que s'il y a un sentiment qui est héréditaire entre nos deux pays, ce n'est pas l'inimitié, mais bien la fascination. Car, avouons-le, comment pourrions-nous ne pas être charmés par la réunion sur un même et seul territoire britannique de la langue de Shakespeare, de l'élégance de Brummel, de la pensée de Locke, de l'humour de Churchill, de la musique des Beatles, ou devrais-je dire des Rolling Stones. Vous êtes l'incarnation de cette alchimie unique. Et vous avez contribué à faire de cette entente cordiale, dont nous fêterons l'année prochaine les 120 ans, une réalité tangible, une proximité amicale. Vous qui n'avez eu de cesse de porter la mémoire de ces grandes heures, ces heures de douleur et de courage, de Verdun à Vimy, des plages du débarquement à l'opération Dynamo. En 1970, vous représentiez Sa Majesté Élisabeth II à l'enterrement de Charles de Gaulle. Là était votre premier voyage officiel, et déjà, il était en France. Vous n'aviez pas 21 ans, mais dans la grande nef de Notre-Dame, vous avez rendu les derniers hommages de votre nation à celui en qui elle avait cru, quand personne n'y croyait, celui à qui elle s'était alliée avant même que les Français ne s'y rallient, celui auquel la reine Élisabeth II avait dit une fois qu'elle le considérait comme a part of the family. Nous n'oublierons jamais que c'est sur vos terres
que le flambeau de la résistance et de l'espoir a pu brûler et rayonner, que c'est depuis votre capitale que l'appel du général de Gaulle s'était lancé vers les foyers et les combattants français. Nous n'oublierons jamais tout ce que l'armée de l'ombre doit à l'accueil de Londres. Cette histoire, vous en portez la mémoire. Notre entente cordiale, voulue par votre aïeul Édouard VII, n'a cessé depuis 1904 de s'étoffer, de se ramifier au fil d'une épopée que nous avons fait nôtre. De l'inauguration du premier Airbus à l'ouverture du tunnel sous la Manche, de la construction européenne à nos coopérations fondamentales en matière de défense ou nos fructueux sommets bilatéraux avec vos premiers ministres successifs, qui sont autant de chapitres marquants. Et malgré le Brexit, parce que ce qui nous lie vient de si loin, et parce que vous êtes là aujourd'hui, Votre Majesté, je sais que nous continuerons d'écrire ensemble une part de l'avenir de notre continent et de relever les défis et de servir les causes que nous avons en commun. Le Royaume-Uni et la France vibrent au diapason d'une philosophie démocratique séculaire, d'un élan vers l'art et le savoir qui résonne d'une même passion, du Louvre à la Tate, des cloîtres d'Oxford et Cambridge à la coupole de la Sorbonne. Nous avons la même lecture des enjeux de notre temps, la même quête du progrès scientifique, qu'elle concerne les avancées médicales ou l'essor de l'intelligence artificielle, la même volonté de défendre la sécurité de notre Europe, là où elle est en cause, comme aujourd'hui en Ukraine, le même attachement à la lutte contre les inégalités et pour le climat. Nous sommes animés aussi d'un même amour du sport, de l'olympisme, dont Paris reprend le flambeau que Londres avait placé si haut. Certes, quand il s'agit de tennis, nous préférons la terre battue au gazon. Certes, même si la découverte récente d'une archive dont je laisserai les historiens débattre semble montrer que le cricket serait né en France, au château de Liètre, en 1478, la vérité, je devrais dire la lucidité, nous force à admettre que nous n'avons pas forcément tiré grand avantage de cette aînesse. Mais cela n'empêche en rien l'émulation mutuelle. Quand vos joueurs de rugby aplatissent le ballon ovale sur le sol de France, les supporters français vous acclament de bon cœur, à la condition expresse que ce ne soit pas un essai marqué contre nos Bleus. Et s'il arrivait un jour à nos États d'oublier cette fraternité de culture qui nous a forgés, cette convergence de destin dans les grands défis du siècle, alors j'en suis sûr, nos peuples seraient là pour nous les remémorer. Les artistes qui s'inspirent mutuellement, les jeunes qui franchissent la Manche dans un sens ou dans l'autre pour aller étudier, aidés notamment par les généreuses bourses du British Council, les centaines de milliers de Britanniques qui ont élu domicile en France et les très nombreux Français qui ont fait le mouvement inverse, tissant par-dessus la mer des liens d'ancrage, d'échange, de culture. Pour eux tous, pour chacun de nous, votre avènement au trône est riche de promesses et votre choix de la France pour cette visite d'État conforte notre souhait par les plus heureux auspices. À l'heure où s'ouvre votre règne, vous pouvez compter sur l'amitié et le soutien sans faille de notre pays, afin de faire cause commune pour nos peuples et pour l'humanité. Je lève donc mon verre en l'honneur de votre Majesté, de Sa Majesté la Reine Camilla, ainsi que de votre famille. Je le lève en l'honneur du Royaume-Uni, de l'entente cordiale qui unit dans une alliance indéfectible nos deux peuples frères. Vive le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord. Vive l'amitié franco-britannique.
Monsieur le Président, Madame Macron, Vos Excellences, Mesdames et Messieurs, je ne saurais vous dire à quel point mon épouse et moi-même sommes ravis d'être parmi vous ce soir, au terme de la première journée de notre première visite d'État en France, et combien nous sommes touchés par le magnifique accueil qui nous a été réservé. Une fois de plus, la France et le peuple français nous ont témoigné un accueil chaleureux et une profonde gentillesse, et nous leur en sommes très reconnaissants. Votre générosité nous rappelle que ma famille et moi-même avons été très émus par les hommages rendus en France à ma mère, Verlaine, dont les funérailles ont eu lieu il y a une année. Monsieur le Président, parmi les nombreux gestes profondément émouvants, le déploiement du drapeau du Royaume-Uni à l'Élysée a été particulièrement poignant. Les mots que vous avez prononcés nous ont également fortement marqués. Vous avez dit que la reine avait touché vos cœurs, mais elle aussi avait la plus grande affection pour la France, tout comme, bien sûr, ma grand-mère, la reine-mère Élisabeth. La première visite officielle de mes parents a lieu en France en 1948, peu après le mariage l'année précédente. Au dire de tous, ils ont fait sensation, dansant jusqu'au petit matin au très chic chez Carrère, rue Pierre Charon, pendant qu'Édith Piaf chantait. Cela a dû me marquer, même 6 mois avant ma naissance. La vie en rose est encore aujourd'hui l'une de mes chansons préférées. And of course, President Pompidou hosted my mother here at the Palace of Versailles on her second state visit in 1972. I was reminded recently that when she returned the courtesy with dinner for the President and Madame Pompidou at the Hotel de Charost, they ran into a little more difficulty. Our embassy tried to bring several cases of English wine over from Hampshire for the banquet, only to be prevented by a customs official at Orly. In those days, there was no such thing as English wine. As Roland Topor surmised, les Français ont du vin, les Anglais de l'humour. Monsieur le Président, votre invitation à visiter la France et votre hospitalité exceptionnellement généreuse sont des symboles de la relation durable entre nos deux pays. Les liens entre nos peuples sont nombreux et représentent la force vitale de notre entente cordiale, inspirée par mon arrière-grand-père, le roi Édouard VII. À l'approche de son 20e anniversaire de l'entente cordiale en 2024, il nous incombe à tous de revigorer notre amitié pour qu'elle soit à la hauteur des défis de ce 21e siècle. J'ai donc été réjoui par la visite de mon Premier ministre à Paris au début de l'année, à l'occasion du premier sommet franco-britannique depuis 5 ans, au cours duquel vous avez tous deux envisagé un renouveau de l'entente, renforçant notre coopération
pour répondre aux défis d'aujourd'hui, comme la défense de l'Ukraine, la misère que représente le trafic d'êtres humains, l'accès à l'énergie et le développement durable. Au cours de notre longue et complexe histoire, nos relations n'ont pas toujours été faciles. Je crois que c'est un roi français qui a dit un jour qu'il préférerait être bûcheron plutôt que roi d'Angleterre, chargé de résoudre la complexité de notre pays. En tant que forestier passionné, je suis heureux d'annoncer qu'il est possible de combiner les deux. Il se trouve que les travailleurs du bois offrent un exemple inattendu de nos liens modernes. Marlene Henry, qui vient des collines de Devon, et Mike Dennis, apprenti des vallées du Pays de Galles, travaillent comme de nombreux artisans talentueux avec des outils traditionnels dans leur atelier en Normandie pour fabriquer de nouvelles poutres solides et magnifiques pour le toit de Notre-Dame. Après avoir été consterné par les scènes de dévastation qui ont suivi le terrible incendie il y a 4 ans, il me tarde de visiter cette magnifique cathédrale et de voir par moi-même comment des métiers séculaires ont été remis en valeur et transmis à des apprentis pour servir la cause de la restauration. Nous avons tous deux, mon épouse et moi-même, appris avec une profonde tristesse le décès du général Jean-Louis Georgelin, un grand soldat français qui a mené les travaux de restauration de façon inimitable et charismatique. Nous rendons hommage à tout ce qu'il a accompli. Tout cela nous rappelle l'incroyable savoir-faire des artisans britanniques et européens qui ont restauré le château de Windsor après l'incendie que l'a ravagé il y a 30 ans. It shows us, perhaps, that history is not something to be consigned to a shelf, gathering dust, seldom to be revisited. Rather, history is something alive and man-made, our identity and sense of meaning maintained by living traditions, to which we constantly add new chapters, a guide not just to the past, but to the present, drawing timeless threads between generations. As neighbours, we have long been fascinated by one another, and our cultural heritage derives more from one another than we might realise. The first restaurants in Paris, for instance, were modelled on British taverns, and as it happens, one of the most famous was called La Grande Taverne de Londres, which would be a greater source of pride if it were not that their success was based on French food, French wine, and French chefs. We did, however, provide a grateful clientele both in France and in London, and you have a very grateful British diner this evening. Mr. President, our nation's long history has been written by countless extraordinary men and women, from Guillaume le Conquérant to Big Moustache of La Grande Vadrouille, and from Eleanor of Aquitaine to the late great Jane Birkin, la plus française des Britanniques, who both on screen and off have helped to define our common destiny. Aujourd'hui, nos pays sont unis contre l'oppression et soutiennent les plus vulnérables, notamment ceux qui subissent les effets dévastateurs
des catastrophes naturelles ou des conflits, que ce soit en Ukraine, en Libye et au Maroc. Ensemble, nous nous efforçons de protéger et de restaurer notre monde naturel et de combattre ce fléau qu'est le changement climatique. À cet égard, Monsieur le Président, je partage sans réserve le point de vue que vous avez exprimé l'année dernière lors du One Planet Summit, lorsque vous avez expliqué comment un monde plus durable peut à la fois préserver notre patrimoine et offrir des opportunités pour l'avenir, pour encourager nos entreprises, nos gouvernements et nos citoyens à travailler ensemble pour s'assurer que notre énergie et nos financements soient dirigés là où ils peuvent avoir le plus fort impact. Demain, nous rencontrerons des chefs d'entreprise français et britanniques dont les innovations et les investissements soutiennent la vision d'une croissance propre et qui préserve notre précieuse biodiversité. Our two countries are also working together to build opportunity for the next generation. And as I've sought to encourage through the Prince's Trust, I established some 47 years ago, marvellous things can result when young people are empowered to fulfill their potential. Tomorrow, my wife and I will see this in action at Saint-Denis, where the Rugby World Cup is inspiring new generations to take up sport, thanks to partnerships with community groups such as Sport dans la Ville et Objectif Emploi, amongst others. As for the World Cup itself, whatever the result of the tournament, on which I will simply say diplomatically, may the best team win. We could all surely agree that you deserve all our thanks for the magnificent tournament you are hosting with such panache in cities the length and breadth of this beautiful country. Dans tous ces efforts, sur le terrain et en dehors, comme si souvent dans notre histoire, nous devons persévérer. Comme un maître artisan façonne chaque pierre pour qu'elle joue son rôle, chacun de nos efforts doit s'appuyer sur le précédent, s'élever sur les fondations posées par ceux qui nous ont précédés. En travaillant ensemble avec ambition et détermination, qui sait jusqu'où nous pourrons aller? En protégeant notre précieuse planète et en favorisant la sécurité, les opportunités et l'espoir, nous continuerons à grandir ensemble, forts, dynamiques et prospères. Monsieur le Président, dans tout cela, nous pouvons compter sur notre solide amitié qui se renouvelle et se redynamise à chaque nouvelle génération. Je voudrais donc, si vous me le permettez, porter un toast à Monsieur le Président, Madame Macron et le peuple français, ainsi qu'à notre entente cordiale, une entente pour le développement durable. Puisse-t-elle perdurer, fidèle et constante, à travers les siècles qui nous attendent, contre vent et marée.